messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur la 98.7 et sur le bouquet canal Horizon dans l'émission Océan Politique pour décrypter les faits saillants de l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahim Mbodj. Bonjour, M. Mbodj. Bonjour, Abdou. Je vous passe la parole pour vous permettre de saluer nos chers auditeurs et surtout vos sympathisants qui vous écoutent sur la 98.7 et sur le bouquet canal 847. Bonjour les auditeurs de la radio Océan FM, à tous ceux qui nous écoutent sur le bouquet canal. J'aimerais passer un bonjour et très bonne écoute. Okay. Alors, on passe automatiquement à la présentation de l'invité qui est Ibrahim Mbodj. Il est un communicant et analyste politique. Vous confirmez, M. Mbodj? Oui, bien sûr. Vous avez d'autres éléments additifs pour permettre à nos chers auditeurs de mieux vous découvrir? Bon, ça va, hein? Je pense que vous avez bien parlé, quoi. Vous avez bien cerné la personnalité, analyste politique, communicant. Bon, spécialiste dans la communication. Ok. D'accord, apparemment. Ouais. Est-ce que vous pouvez me définir exactement le terme communicant? C'est quoi un communicant? Oui, bon, un communicant, c'est quelqu'un qui est dans la communication. En fait, un professionnel, disons, de la communication. Qui est là, qui fait de la communication sa passion, sa vocation. Les tenants et les aboutissants. C'est quoi la communication, comment communiquer, quand communiquer, pourquoi communiquer, etc. Quoi. Tout à fait. C'est un peu ça, quoi. Ok. Alors donc, votre domaine est un domaine très, 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 très intéressant dans la vie actuelle. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est tout. Alors, M. Mbodj, ma première question concernant l'actualité politique nationale. Alors, sous la présidence effective du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en présence des membres du gouvernement, de la société civile, du patronat sénégalais et des entreprises étrangères au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté vendredi passé le 1er août 2025, le plan de redressement économique et social que l'on appelle PRESS, baptisé Djubanti Com, pour relancer et redynamiser l'économie sénégalaise. Alors, en tant qu'observateur et analyste politique, quelle appréciation donnez-vous à ce nouveau plan-là? Bon, moi, je pense que c'est un plan quand même qui est acceptable dans l'ensemble. Et qui est venu à son heure. Oui, qui vient à son heure. Bon, redresser le Sénégal, Djubanticom, comme on dit, le jargon. Parce qu'il y a de quoi redresser un peu l'économie quand même. Parce que, en fait, le régime passé, franchement, bon, les Sénégalais vivent de surprises de jour en jour avec ce qui s'est passé concernant nos maigres ressources. Donc, redresser l'économie du Sénégal ou redresser l'économie sénégalaise, ça me paraît vraiment une très belle opportunité. Maintenant, comment redresser l'économie, sur quel levier s'appuyer, là, c'est là où va se trouver le nœud du problème. Mais apparemment, c'est un plan qui est vivable, qui est acceptable, quoi, dans l'ensemble. Ok. Alors, donc, la mobilisation, d'ailleurs, il a abordé plusieurs volets, le Premier ministre. Alors, on va essayer de décortiquer ça, volet par volet, de faire une analyse approfondie. Alors, le premier volet, la mobilisation des ressources internes. Il a parlé de financement souverain. Et ce plan prévoit de financer 90% de ces actions grâce aux ressources nationales afin de réduire la dépendance au financement extérieur, notamment du FMI
vous appréciez cette méthode? Y a-t-il pas de risques? Il y a énormément de risques d'ailleurs. Parce que, bon, en fait, financer l'économie d'une manière endogène, comme on dit, ça demande beaucoup de risques. Hein. Il va falloir serrer la ceinture ou bien les ceintures, en commençant par eux, ceux qui gouvernent. Parce que financer l'économie d'une manière endogène, avec l'apport des Sénégalais, ou bien des citoyens sénégalais, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que nous sommes des pays très très pauvres et des citoyens aussi qui ne sont pas du tout nantis. Maintenant, s'appuyer sur le levier pour les citoyens pour financer l'économie, ça va tanguer. Hein? Ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est sûr. Est-ce que en cette période où les Sénégalais vivent dans des difficultés énormes, alors comment ils peuvent accompagner les nouvelles autorités à faire ce financement endogène d'ailleurs prévu pour 90% de ces actions grâce aux ressources nationales. Alors, comment réellement les populations peuvent les accompagner? En fait, moi j'ai entendu ceux qui nous gouvernent dire que surtout, ils vont mettre l'accent surtout sur le domaine de la fiscalité, c'est-à-dire les impôts. Bon, donc au Sénégal, apparemment, il paraît qu'au Sénégal, il y a 500 000 personnes qui payent l'impôt, alors qu'on est 10 millions de personnes qui devraient normalement payer l'impôt, bien payer les impôts. Et ça devrait constituer quand même un levier assez intéressant pour au moins booster un tout petit peu l'économie, trouver des ressources, en tout cas les ressources adéquates pour impulser l'économie. Bon, ça c'est une bonne chose, mais il va falloir s'armer de patience et de sacrifices. Et ce sacrifice-là, pour moi, c'est ce qui devrait vraiment jouer les premiers rôles, ou bien le premier plan, ça devait être nos gouvernants. Diminuer certaines agences, par exemple, diminuer de manière drastique les dépenses de l'État. Tout cela va constituer vraiment des éléments fondamentaux, essentiels, pour pouvoir maintenant impulser, donner du tonus, monter la voie maintenant à la population. Parce que, bon, c'est tout à fait normal, c'est une idée quand même révolutionnaire. Financer l'économie par ses moyens propres. Ça, pratiquement, moi, en tout cas, de mémoire d'homme, c'est la première fois que j'entends le régime dire que nous allons nous baser sur nos forces d'abord, sur nos ressources endogènes, maintenant aller de l'avant, de par nos ressources propres, personnelles, et maintenant pour s'ouvrir au reste du monde. C'est une bonne chose, c'est une idée révolutionnaire, mais qui va demander quand même des sacrifices. Ça, c'est essentiel. Rationalisation des dépenses et réforme de l'État. Alors, on y trouve des mesures telles que, comme vous venez de le dire, la réduction du train de vie de l'État, la fusion ou suppression de certaines structures publiques, vous l'avez annoncé tout de suite, et la numérisation des services administratifs. Vous en dites quoi? Oui, mais c'est bien, parce qu'il faut rationaliser les agences pour qu'il y ait vraiment, faire en sorte qu'il y ait moins de dépenses. Tant qu'il y aura moins de dépenses, peut-être que là, on aura épargné beaucoup plus de ressources, mobiliser beaucoup plus de ressources pour pouvoir financer un peu notre propre développement. Donc, rationaliser, parce qu'il y a beaucoup d'agences au Sénégal qui ne servent absolument à rien. Tout à fait. Rationaliser ces agences-là revient à économiser l'argent du contribuable. On peut regrouper 2-3 agences en une seule entité. Maintenant, le volet juridique ou je ne sais pas quoi, d'autres encore, ça c'est des termes un peu techniques. Il va falloir essayer de voir avec les experts. Ils vont vous juger utile de regrouper certaines agences
2 par agence, bien 3 en une seule agence, et maintenant essayer de voir comment on va gérer ça. Et ce sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Hein. Tout à fait. Parce que les Sénégalais, quand même, se trouvent dans une situation un peu difficile, quand même. Et croyez-moi, c'est le moment, quoi, pour que les choses aillent de l'avant. Franchement, c'est un peuple éprouvé, quoi, avec pas mal d'années de malgouvernance. Tout ça là, bon, les Sénégalais vraiment actuellement, ils veulent aller de l'avant, ils veulent une rupture, quoi, en quelque sorte, surtout sur la mode de gouvernance. Tout à fait. Et surtout sortir de l'ornière. Hein. Ouais, et il le faut, quoi. Ok. Alors, le troisième levier, ou bien volet, si vous voulez, avec les réformes fiscales et nouvelles sources de recettes. Alors, par là, le plan introduit des mesures visant à renforcer les recettes publiques notamment, suppression des niches fiscales, alors, nouvelle taxe sur les jeux du hasard, le mobile money ou bien la tabac. Mobile money. Oui. Alors, vous en dites quoi? Oui, c'est bien. Tout ça, c'est de bonnes choses, c'est de bonnes initiatives. Ça fait rentrer des devises. Ça fait rentrer des devises, ça fait rentrer de l'argent, parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle les amnisties fiscales. Pourquoi amnistie? L'impôt, ça doit être un levier où tout le monde doit payer l'impôt. Et maintenant, si cet impôt-là est bien géré, mis là où il devrait être mis, bon, peut-être, il y aura peut-être toujours un gap à combler. C'est peut-être ce qui est à l'origine de ces 90% là de taux où les Sénégalais pourront se sacrifier, quoi. Mais disons, il y aura toujours un gap à combler. Mais si c'est bien géré, avec surtout le volet, les ressources endogènes, aussi bien l'impôt, aussi bien certaines dépenses, aussi bien rationaliser certaines agences, moi je pense que théoriquement, on devrait s'en sortir avec l'aide de Dieu, bien sûr. Okay. Alors, toujours sur le troisième levier, il y a aussi la tarification des visas pour les non-africains et certains ressortissants africains. Vous en dites quoi? Non, mais là, est-ce que ça ne doit pas poser un peu de problème quand même? Parce qu'apparemment, ici au Sénégal, ces ressortissants-là, moi je vois que les Guinéens, il n'y a pas une autre communauté aussi représentée au Sénégal. À part la communauté guinéenne, il n'y en a pas. La seule communauté... ils sont nombreux, hein. Les Nigériens sont là, les Ghanéens sont là. Je sais que les Nigériens ne sont pas aussi nombreux. Hein. Même d'autres... Il y a les Nigériens, il y a les Ghanéens, mais le plus souvent, les autres nationalités là, les autres nationalités, quand ils viennent au Sénégal, c'est pour un but bien précis. Le plus souvent, c'est dans le cadre des études. Surtout. Tout à fait. Les Congolais, les Gabonais, tout ça, ils viennent au Sénégal pour continuer leurs études. La seule communauté qui est là pour des soucis économiques, c'est la communauté guinéenne. Bon, franchement, la communauté guinéenne, à la limite, c'est la seule, en tout cas moi, ce que je vois personnellement, la seule communauté qui est là vraiment, qui constitue vraiment un problème essentiel, c'est la communauté guinéenne. Et là, c'est un problème qui ne sera pas du tout facile à régler quand même. Ce ne sera pas du tout facile à régler parce qu'ils ont laissé pourrir la situation. Et ce ne sera pas facile à gérer. Ça, c'est clair. Tout à fait. Alors, on a parlé des non-africains. Alors, donc, les non-africains, ça parle des étrangers, des Européens, des Asiatiques et autres qui sont là. Mais moi, je me demande, c'est quel levier on va taxer ces Européens-là? Par exemple, la réciprocité des visas. Mais réciprocité des visas-là, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que pour parler de réciprocité, il faut que d'abord qu'on boxe à armes égales. Le Sénégal et ces pays européens-là ne boxent pas à armes égales. C'est des pays développés. La France, ce n'est pas la même catégorie que le Sénégal. Le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie. On ne peut pas appliquer l'applicabilité de la réciprocité en termes de visa. Ça va poser problème sur ce domaine. Sur ce domaine-là, moi, je ne suis pas d'accord. Et puis surtout, les Européens font entrer des devises beaucoup, sur le plan touristique. Est-ce que vous avez vu une fois, par exemple, un Italien ou bien un Français ou bien un Anglais débarquer au Sénégal uniquement pour soucis économiques, motifs économiques, pour trouver du travail?
Je sais que c'est pas facile. C'est rare. C'est très rare. Tout à fait. Le plus souvent, quand ils viennent au Sénégal, c'est pour investir dans le tourisme, Ou bien même pour se divertir. dans les jeux de loisirs. Pour se divertir, tout à fait. Pour se divertir. Toujours, c'est des sources de revenus pour se divertir. Donc, tout ça, c'est des sources de revenus. Donc, ils viennent, ils apportent de l'argent. Tout à fait. Maintenant, comment appliquer la réciprocité vis-à-vis d'un citoyen européen et un citoyen sénégalais? Nous, ça va poser problème. Okay. Il faut revoir ça, selon Il faut vous. revoir ça, ça va poser problème. Okay. Moi, je pense que le problème du Sénégal, concernant les communautés là, c'est la communauté dont je viens de citer tout à l'heure. C'est la communauté guinéenne. Ça, il va falloir régler ça. Parce que sinon, un jour, ça va dégénérer. Tout à fait. Ça, c'est clair. Alors, le quatrième volet, avec le soutien social et la baisse du coût de la vie, des actions pour atténuer l'impact des mesures économiques sur les populations les plus vulnérables. Maintien ou renforcement du financement des services sociaux. Je suis tout à fait d'accord qu'on les maintienne. Par exemple, des trucs comme par exemple les bourses de sécurité sociale ou familiale, je ne sais pas. Ça, c'est des choses à renforcer encore davantage. Parce que c'est des leviers extrêmement importants qui sont source même de stabilité. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de familles. Avec cette bourse-là, ils parviennent à au moins essayer de gérer un peu, bien de jongler, bien de s'en sortir. Donc, arrêter ça, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Au contraire, il faut renverser ça. S'il le faut même, augmenter le volume, c'est-à-dire augmenter les taux, le nombre, ceux qui en bénéficient. Et moi, en tout cas, je suis de ceux qui pensent que ce côté-là, il va falloir le renforcer davantage. Le renforcer davantage. Et c'est mieux. Ok. Alors, il y a l'aide aux ménages, revalorisation des allocations et réduction du coût de la vie. Vous en dites quoi? Réduction du coût de la vie. Oui, aide aux ménages et revalorisation mais en fait, des allocations. C'est la même chose que ce qu'on vient d'énumérer tout à l'heure. Oui. Bon, parce que les allocations sont trop faibles. Hein? Mais, bon, ça, c'est pas des ressorts exactement de l'État. Mais bon, l'État peut toujours faire quelque chose pour améliorer au moins, parce que c'est des citoyens. Améliorer un peu leur existence, leur retraite comme on dit, faire en sorte qu'ils aient une retraite du moins digne de son nom, quoi, vivre dignement de leur retraite. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui a travaillé pendant 25 ans, 30 ans, qui a servi son pays, il a servi son pays, il a servi sa nation, lui permettre vraiment de vivre décemment de sa retraite, ce ne serait que bénéfique. Donc là, bon, l'État a intérêt à vraiment améliorer leurs conditions. Okay. Voilà. Alors, attaquons le quatrième volet, ou bien le levier, comme vous voulez prononcer ce mot-là. Le plan de redressement économique et social. Alors, le plan vise également à ramener le déficit budgétaire de 3% du produit intérieur brut, le PIB, d'ici 2027. Alors, sans accroître l'endettement public, il mobilisera 5600 milliards à 5667 milliards de francs CFA, moins de 8,7 milliards d'euros. Alors, si c'est réalisable, ce sera véritablement un coup marqué. Je ne pense pas. Honnêtement. Pourquoi vous dites ça? Je ne pense pas, parce que réduire déjà le déficit à 3% d'ici 2027, mais 2027 c'est pour bientôt, c'est juste dans un an et quelques. D'ici un an et quelques. Est-ce qu'ils n'ont pas fait les études d'abord avant de se prononcer? Mais il y a toujours parce qu'un gouvernement ne peut pas mais il y a toujours une marge d'erreur. Mais il y a toujours une marge d'erreur. Dans toute étude scientifique, il y a une marge d'erreur. Parce que réduire le déficit actuellement de l'État du Sénégal, de nos finances, à 3% d'ici un an et quelques, ça me paraît très difficile, honnêtement. Parce que là, sur quel levier l'État du Sénégal va s'appuyer? Mais nous avons des ressources.
on est en train d'exploiter le pétrole, le gaz. Mais le pétrole là, mais les ressources du pétrole là, par an, ça ne fait pas plus de 300 milliards. Il y a d'autres accords qui ont été, peut-être, il y a la renégociation de certains accords qui nous apportent plus maintenant. Même renégocier certains contrats et tout là, ne nous permet pas de réduire le déficit à 3%. Ça, je suis sceptique. Ça, moi, je suis sceptique, je ne suis pas du tout. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, là, non, c'est pas réalisable en un an, honnêtement. Je ne pense pas. Ils ont donné des chiffres. Je ne pense pas. 2027, c'est pour bientôt. Que Dieu nous prête longue vie. D'autant plus que nous avons hérité d'un pays... voilà, qui est au 4e sous-sol. Oui, au 4e sous-sol. Et puis, où trouver l'argent? Les impôts encore. Et il n'y a pas de miracle sur ça? Non, il n'y a pas de miracle. Où trouver cet argent? S'il n'y a pas le FMI, s'il n'y a pas la Banque mondiale, ce sera toujours sur fonds propres. Fonds propres, c'est quoi? Ce sont les ressources endogènes. Où trouver ces ressources-là? Sur les impôts. En fait, sur le secteur privé. À part ces deux canaux-là, où trouver l'argent? Ce ne sera pas facile de trouver l'argent, parce que l'argent aussi, ça ne vient pas du ciel. Ça ne vient pas du ciel. Alors, le 6e levier, la reddition des comptes et transparence. Le plan est accompagné d'une exigence forte de transparence, audit public, récusation des passifs. Parlons de l'audit public d'abord. Alors, c'est important avec tout ce qui se passait dans notre administration. Alors, maintenant, si l'administration est auditée et bien gérée, alors là, on peut gagner plus, n'est-ce pas? C'est bien. Il faut toujours assainir, comme on dit, les finances. Il faut toujours assainir les finances publiques. Faire en sorte que une administration rigoureuse des finances publiques, c'est très important. En fait, régler des règlements, pas règlement de compte quand même, mais régler les comptes, d'accord, mais pas règlement de compte. Mais ceux qui ont administré, ceux qui ont eu à gérer, mais ils doivent rendre des comptes. Ça, c'est tout à fait normal et logique. C'est la bonne marche de la société. Ceux qui ont eu la chance de gérer doivent rendre des comptes après. Ceux qu'ils ont géré, comment ils les ont gérés, où ils ont mis l'argent, ce qu'ils ont dépensé, ce qu'ils n'ont pas dépensé, ce qu'il en reste, etc. Le bilan. Mais dans chaque bilan, il y a le passif, il y a l'actif. Mais donc, c'est dans l'ordre normal des choses. Moi, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. C'est dans l'ordre normal des choses. Dans chaque bilan, il y a le passif, il y a l'actif. Donc, maintenant, ce que les gens se déplorent, aussi bien moi que d'autres personnes, de faire en sorte que se rendre des comptes, mais pas régler des comptes. Rendre des comptes, mais pas régler des comptes. C'est important. Alors, audit public, récusation des passifs cachés sous l'ancien régime et réaffirmation du respect des engagements internationaux. Ah, mais c'est bien. Il faut ça là, bon. Le Sénégal, c'est un État souverain, c'est un État aussi qui se respecte sur le plan mondial, aussi bien du point de vue de la diplomatie, c'est un État stable. Donc, bon, les engagements que nos prédécesseurs ont eu à signer, ça, pour moi, il faut qu'on est dans la continuité de l'État. On est dans la continuité de l'État. Le 7e et dernier volet, moins de recours à l'emprunt extérieur. Vous en dites quoi? C'est bien. C'est une stratégie alternative. Oui, c'est bien. L'emprunt quand même, parce qu'on emprunte à des taux un peu élevés quand même. Faire que diminuer l'emprunt extérieur, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose pour nos économies quand même, qui sont des économies qui sont un peu fragiles. Et ensuite, le gouvernement insiste sur une posture d'autosuffisance. Surtout ça. Oui, évitant même l'assistance du FMI. Très bien. Surtout ça. Moi, je pense que actuellement, le régime là, au lieu de... Il me semble qu'il évite le
FMI carrément. Ok, éviter le FMI et la Banque mondiale, au lieu de prendre l'argent, de mettre ça sur les infrastructures, moi je pense qu'il serait mieux et profitable à tout un chacun, à nous tous, de mettre cet argent-là, développer l'agriculture d'abord. Ok. Quand on développe l'agriculture, il y aura forcément de la transformation Pour qui va créer de la logistique. Ok. Donc, forcément, cette chaîne-là va forcément créer des emplois. Moi, je pense que l'État là gagnerait à développer l'agriculture, l'élevage, dans un premier temps, et laisser de côté le volet infrastructurel. Parce que les infrastructures là, c'est une boucle d'économie, ça engloutit tout l'argent. Et Dieu sait que. Et en termes de rentabilité, ça laisse fort à désirer quand même. Tout à fait. Regardez ce qui se passe avec la terre, 1000 milliards. Mais avec 1000 milliards, on peut développer l'agriculture. C'est énorme, hein? La somme est énorme. On peut développer l'agriculture. Ça c'est clair. On n'aura plus besoin d'aller chercher du riz en Inde ou je ne sais pas. Non. D'autant plus que nous avons, toutes les potentialités bien, pour réussir l'agriculture au Sénégal. Voilà, les terres là, c'est des terres arabes. Ils n'ont qu'à demander, tout ce qu'ils veulent, un accompagnement, des financements, des machines, des tracteurs, de l'engrais, donc les intrants. Et Dieu sait que d'ici 2-3 ans, on va développer l'agriculture. Si on fait focus comme ils disent, ils vont développer l'agriculture. Et quand l'agriculture se développe, mais ça crée énormément de richesses et de l'emploi aussi. Mais ces histoires de BRT et de terre là, on te dit que 2 à 3 milliards par mois. Mais 2 à 3 milliards par mois, c'est quoi ça pour un État? C'est pas de l'argent quand même. Ce n'est rien pour un État qui a emprunté qui a englouti 1000 milliards. 1000 milliards. 2 à 3 milliards par mois. Et vous parlez du Nord, mais le Sud également a une potentialité énorme. Moi, je parle d'une manière générale de l'agriculture. Tout à fait. Aussi bien le Sud que le Nord, et le centre, que le centre et le centre-ouest. Parce que même le bassin arachidier, comme on dit là, la culture de l'arachide là, moi je pense que cette culture-là doit être abandonnée. Parce que ça ne colle plus avec nos réalités. Ça, c'est une culture imposée par le colon, le colonisateur. Ok, ça doit être dépassé. Ça doit être dépassé, la culture de l'arachide et puis la monotomie de cette culture-là. Et puis même se baser sur l'horticulture, et puis les cultures saisonnières là. Non seulement les cultures, mais maraîchères aussi, avec les légumes. Oui. C'est tout au long du Niayes, de Dakar à Mboro, vers Lompoul. C'est une niche extraordinaire de création d'emplois et de richesse. Tout à fait. Et de richesse. Il faut développer l'agriculture. Le seul développement qui vaille pour moi, c'est l'agriculture d'abord. Il faut produire pour ensuite transformer. Tout à fait. Mais il faut produire d'abord. C'est important. Alors, donc, si le gouvernement insiste sur une posture d'autosuffisance, évitant l'assistance du FMI, tout en envisageant un recours limité des mécanismes comme le recyclage d'actifs ou des émissions obligataires internes. Ça, c'est du vrai gumsebop. Oui, c'est bien. C'est toujours le développement endogène dont on parlait tout à l'heure, qui doit se focaliser d'abord sur nos propres forces, nos propres ressources. On se commencer par le bas pour aller vers les sommets, les cimes, comme on dit. Tout à fait. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Ibrahim Mbouch, qui est un communicant. Il est également analyste politique. Alors, M. Mbouch, on va changer un peu de sujet. Après le redressement économique, il y a un autre fait saillant de l'actualité, surtout l'affaire Azer qui refait surface à chaque instant. Alors, l'agence sénégalaise d'électrification rurale Azer a été récemment citée dans des accusations liées à des soupçons de malversation financière, une gestion opaque des fonds publics destinés à l'électrification rurale. Alors, et d'éventuels marchés publics attachés à l'irrégularité. Alors, Thierno Alassane Sall, ancien ministre et actuel leader du parti République des Valeurs,
a mentionné récemment qu'il se rendrait, qu'il se rendait ou bien même en Espagne pour recueillir ou vérifier des éléments d'enquête, qu'il comptait révéler des informations sensibles sur les bénéficiaires de marchés douteux ou de montages financiers liés à Azer. Ma question, Thierno Alassane Sall ne lâche toujours pas le morceau. Quelle analyse faites-vous? Non, mais Thierno Alassane Sall ne lâche pas l'affaire, mais jusque-là, il n'a encore rien montré, de probant. Aucune preuve, aucun acte de cession ou bien de signature ou de détournement. Jusque-là, il n'a encore rien montré. Mais maintenant, il veut aller plus loin. Oui, j'ai entendu parler de Thierno Alassane Sall qui est devant la banque, il s'est fait photographier devant une banque en Espagne et tout là. Mais tout ça c'est des effets d'annonce pour moi. Moi, honnêtement, ça c'est ma position, moi, personnelle. Mais ce garçon-là, Jean-Michel, je ne sais pas. Jean-Michel Sène. Ce garçon-là, Oui. moi je peux parler à sa place. Je ne le connais pas. Mais je suis persuadé que c'est un homme qui est honnête. Moi, personnellement. Ça, c'est mon impression. Et pour le moment, il a fait même des résultats. Moi, c'est mon impression. Sur le terrain, je ne connais pas ce garçon-là. Mais je sais que c'est un homme qui est honnête. C'est un garçon qui est très honnête. Il a fait des réalisations extraordinaires en un temps record. Il a électrifié pas mal de zones rurales, pas mal de villages. Allez-y à l'intérieur du Sénégal pour voir. Allez-y voir les populations. Allez leur demander. Posez-leur la question. Il est en train d'allumer tous ces villages-là qui, ça fait depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, n'ont jamais connu l'électricité. Mais il y a ce petit malentendu, cette histoire d'Azer-là. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Quoi. Tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. En fait, Thierno Alassane Sall, c'est un homme politique. Il veut se faire un nom. C'est pour ça qu'il tire sur l'affaire, il s'accorde sur une affaire. Mais jusque-là, il n'a encore rien donné. Ni de preuves, rien du tout. C'est des accusations gratuites, quoi. Gratuites, il n'a pas donné de preuves. Mais ce garçon-là, il est plus sérieux que Alassane Sall. Mais en contrepartie, est-ce que aussi Jean-Michel Sène ne devait pas, par exemple, porter ça au niveau de la justice pour que la justice tranche et pour que les Sénégalais puissent voir réellement la vérité? Mais si Jean-Michel Sène, s'il porte l'affaire au niveau de la justice, ce sera pourquoi? Poursuivre Thierno Alassane Sall pour diffamation. Moi, j'ai entendu ce garçon-là, j'ai entendu le responsable de la communication de Azer. Moi, je l'ai entendu de mes oreilles, je dis bien. Tout à fait. Ils ont appelé plus de 10 fois, même Jean-Michel Sène là, ce garçon-là, il a appelé plus de 10 fois les gars de la télévision Futur Média là. Comment il s'appelle encore? De la télévision Futur Média. Futur Média, Boubano. Bouba. Il l'a appelé plus d'une dizaine de fois, plus de 10 appels pour venir sur l'émission Jafar, pour parler de Azer. Pour sa défense. Tout à fait. Mais ils ont refusé de l'inviter. Ça montre tout simplement que ces gars-là, ils ne sont pas de bonne foi. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un parler, et l'autre partie aussi, lui peut couper la parole. Quand même. Le droit de réplique, c'est important. Voilà, et ils ne l'ont jamais fait. Donc ils sont partisans. Ils ne sont pas impartials du tout. Et ensuite, parce que Jean-Michel Sène a même invité Thierno Sall à un débat public. Il a refusé. Mais il a refusé. Jusqu'à présent, il a refusé. Mais ce garçon-là, il est brillant. Moi, je l'ai entendu, je l'ai écouté, j'ai pris le temps de l'écouter. Attention, c'est une tête bien faite, c'est une tête pleine. C'est un garçon qui a un bagage extraordinaire. C'est pas quelqu'un qu'on domine comme ça dans un débat. Ah non, du tout. Il a les moyens de se défendre. Il a un bagage assez intéressant pour défendre sa propre thèse, sa propre théorie. Alors, quittons l'Azer pour parler du président Macky Sall avec la réorganisation de l'APR depuis l'étranger.
selon vous, pourquoi cette stratégie à distance? Cherche-t-il à garder le contrôle de le contrôle sans exposition directe? Moi, honnêtement, pour moi, ce parti-là n'existe plus. Pourquoi vous dites ça? Non, il n'existe plus. Il y a pas, on ne peut pas administrer un parti à distance. Ce n'est pas possible. Regarde ce qui se passe avec le PDS, qui est un très très grand parti. En tout cas, Karim l'a échoué. Hein. Regarde ce qui se passe avec le PDS, qui est un très très grand parti, bien structuré. Karim a donné une belle leçon, devait donner une belle leçon au président Macky Sall. Alors qu'on te dit que l'APR est un parti qui n'est même pas structuré. Un parti qui n'est pas structuré et qui a perdu le pouvoir. Pendant 12 ans, ils étaient là et ça n'a jamais été structuré. Il l'a voulu ainsi, monsieur le président Macky Sall. Il l'a voulu ainsi. Maintenant, c'est assez risqué et péril. Maintenant, il a joué, il a perdu. L'APR va disparaître de la scène politique bientôt. Ça, croyez-moi, c'est moi qui vous le dis. Mais l'APR a... Qu'est-ce qui reste de l'APR? L'APR, il a les moyens. Quels moyens? Qu'est-ce qui reste de l'APR? Tous ces pontes-là, ceux qui ont eu à gérer la République, ces ministres-là, puissants, ils sont tous partis. Parle-moi d'une seule personnalité influente de l'APR qui a eu à gérer avec monsieur le président Macky Sall. Il n'y en a pas. Ce qui reste, c'est qui? À part le gars qui est comment il s'appelle encore? L'ancien ministre là, tout nous compris. De la jeunesse, ou bien? Oui, Ndour, Malick Ndour. Oui, à part lui, c'est qui? Pape Malick Ndour. C'est le député Abdou Mbow. C'est Djegui. Mais ça, c'est des seconds couteaux. Et Pape Malick Ndour a été épinglé par des audits dans l'affaire Prodac. Tout à fait. Et puis, c'est des seconds couteaux. Abdoulaye Daouda Diallo, il est là. Le gars du coup de l'ancien ministre de la Santé, là, il a quitté l'APR. Abdoulaye Diouf, il a quitté l'APR. Amadou Ba, il a quitté l'APR. Le ministre, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, il a quitté l'APR. Mais ils sont tous partis. Anne. Anne. Ils sont tous partis. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste à l'APR? Qu'est-ce qui reste à l'APR? L'APR dira... Aux prochaines élections, l'APR ne peut pas avoir 5%. Pape Malick Ndour est trop visible ces temps-ci. C'est normal. C'est le seul qui est là, qui parle, qui essaie d'apporter la réplique, quoi. Et maintenant, que pensez-vous de la fameuse phrase du président Macky Sall qui dit que pour s'opposer au duo Diomaye Sonko, il faut être clean? Il a raison, parce que c'est des gars qui sont clean quand même. Ils n'ont jamais eu à gérer. Ils viennent tout juste d'accéder à la magistrature. Est-ce que dans Clean, on ne voit pas, il faut proposer un projet de société? Des jeunes. Mais ce qu'on voit là avec Pape Malick Ndour, le ministre là, qui attaque, est-ce que là, il répond vraiment à ce que souhaite le président Macky Sall? Parce que moi, je vois mal. Hier, j'étais en train de discuter avec un ami. Il me disait que même jusqu'à présent, le pays-là, ça ne marche pas. Hein. Je lui dis, c'est vrai, le pays-là, ça ne marche pas. Mais espérons que ça va marcher bientôt, quoi. Ensuite, il dit que, tu sais, les Sénégalais, là, c'est un peuple qu'on ne peut pas maîtriser. Je lui dis, effectivement, aujourd'hui, ils te supportent, mais demain ils peuvent te haïr. Hein. Ça, c'est le propre des Sénégalais. Mais, je dis que ce régime-là a une chance. Tu sais, la chance de ce régime-là, c'est quoi? Jusqu'à 2029, moi, je ne vois pas une personnalité politique plus capable d'émerger. Je ne vois pas. C'est-à-dire, jusqu'à 2029, le PASTEF va gagner encore. Parce que pour le moment... Peut-être après 2029. Pour le moment, la reconfiguration... Jusqu'à 2029, c'est le PASTEF qui va gagner les élections présidentielles, législatives, locales. Toutes ces élections-là, c'est le PASTEF qui va remporter. Maintenant, après 2029, peut-être qu'il y aura une personnalité qui va émerger. Mais jusqu'à 2029, moi, je vois mal comment le PASTEF peut perdre, honnêtement. Et l'opposition qui est là présentement... Mais il n'y a pas d'opposition. Vous en dites quoi? Imaginez-vous, c'est ridicule, hein? Imaginez-vous, quand on te parle de l'opposition, ou bien des oppositions, Barthélémy Dias qui s'assoit à la même table que l'APR. Ça ne te fait pas rire, ça? Mais ça fait rire, ça. Barthélémy Dias,
Il a créé sa propre formation politique récemment. Ce monsieur-là, moi, si j'avais un conseil à lui dire ou bien à lui faire, j'allais lui dire d'aller trouver du travail et de laisser la politique. Il s'est creusé sa propre tombe, c'est fini. Tu sais, en politique, il y a des erreurs, ça se paye cash. Imaginez-vous, je dis bien, imaginez-vous, en 2024, Sonko, invalidé, dit non, le PASTEF n'ira pas aux élections. C'est fini pour eux. Gentiment, tu ne me saisis pas. Je dis bien, je me répète. En 2024, Ousmane Sonko était invalidé sa candidature. C'est toutefois que, par cupidité, il disait que du moment que moi je ne peux pas aller aux élections, parce que il n'y aura pas de candidat. Mais c'est fini, le pouvoir c'est fini pour eux, ils n'auront plus le pouvoir, ils vont perdre. Parce qu'après il y aura recomposition, il y aura reconfiguration. Tout à fait. Mais ils ont su saisir leur chance, battre le fer quand il est encore chaud. Je ne peux pas être candidat, mais je ferai en sorte que le parti là puisse gagner les élections. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné, maintenant ils exercent le pouvoir. Ils exercent le pouvoir, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est du génie politique. Ouais, c'était une bonne stratégie politique, tout à fait. Maintenant, si c'est des cupides, dire que bon, si c'est pas moi, ce ne sera personne d'autre. Vous allez tous perdre. Donc par là, on peut dire que Ousmane Sonko... Ah non, il a montré l'exemple. Est un vrai stratège. Il a montré l'exemple. Tu sais, Ousmane Sonko, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime, qu'on le déteste, il est entré dans l'histoire politique, je ne dis pas Sénégal, africaine, par la grande porte. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, c'est sûr qu'on va créer des cours dans les universités africaines pour parler de Ousmane Sonko. Ça, c'est moi qui te le dis. Il faut réinventer les... Parce que ce qu'il a créé, surtout la géopolitique, ce qu'il a réussi là, c'est la première fois dans l'histoire politique africaine, géostratégie, un homme politique qui vient de nulle part, aucune arme, que sa stratégie, sa parole, mettre l'accent là où il le faut, piquer là où il le faut, entrer dans les cœurs et les esprits, gagner des élections mais à 54%, étant dans l'opposition, c'est la première fois dans l'histoire politique africaine. Moi, je ne l'ai jamais vu et je crois bien que personne ne l'a encore vu. Donc ça, je dis qu'on va continuer à enseigner ça dans les universités africaines et peut-être même du monde. Du monde, tout à fait. Alors, nous parlons du Premier ministre, sans transition, restons-y. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, présentement en Turquie. Objectif probable de la visite. On n'a pas encore les éléments. Alors, trouver des investisseurs, gagner de l'argent. Discussion sur les échanges commerciaux d'abord. Vous en dites quoi? Mais c'est bien, parce que tu sais, la Turquie actuellement, c'est un élément essentiel. La Turquie, je crois bien que concernant les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal, c'est beaucoup plus important qu'entre le Sénégal et la France. Actuellement, la Turquie apparaît peut-être c'est le deuxième partenaire comme ça du Sénégal. Regarde les infrastructures, les aéroports, AIVD, Dias. Je vais en revenir. Voilà. Alors donc, discussion sur les échanges commerciaux. Il y a également le renforcement de partenariats dans les domaines tels que les infrastructures. La sécurité. Les infrastructures, surtout les routes, le BTP. Et les ports, ils sont très forts. Bien sûr. Et la sécurité. Donc c'est un atout non négligeable pour renforcer les relations avec la Turquie. Les Turcs, ils créent des drones, ils créent des blindés. Tout à fait. Dans le domaine de la défense et de la sécurité. Ils sont très forts. Oui. Ils créent des équipements militaires de dernière génération. Des drones, des chars de combat. Tout à fait. Comment dirais-je encore, l'autre volet, j'ai un peu oublié. Tout ça, c'est des infrastructures militaires, ils créent ça. La Turquie, actuellement, c'est un élément essentiel et assez important. Le Sénégal a besoin de la Turquie. A plus besoin de la Turquie que le Sénégal de la France. Ça, c'est clair.
Et ils ont développé également la technologie et l'énergie. La Turquie est très, très forte dans ces deux domaines. Tout à fait. Tout à fait. Mais les Turcs, ils sont très forts en termes d'armement. C'est des armements de pointe. Ils créent des armements de pointe de dernière génération. Ok. Alors, mais avant la Turquie, le Premier ministre était en Chine. Oui, mais la Chine... Vous en dites quoi? Oui, mais c'est bien, la Chine... Il faut diversifier nos partenaires quand même. Parce qu'on ne peut plus continuer à commercer avec la France. Et puis la France, actuellement, ils n'ont plus rien. La France, ils appartiennent au passé. C'est des vestiges du passé. Actuellement, la Chine, en termes de technologie, mais la Chine dépasse de loin la France. Quand on te parle par exemple, des puces là. Les cartes numériques là. Pas des cartes numériques, ça en tant que tel, les puces. J'ai un peu perdument... Ouais, l'intelligence artificielle. Oui, en termes d'intelligence artificielle, les puces, c'est-à-dire que les composants électroniques qui entrent dans la fabrication des téléphones, des batteries, des... Ok. Puis, ouais, ils sont très en avance par rapport aux autres. La Chine est en avance, même avec les Américains, avec les terres rares, ces métaux précieux là. Donc la Chine actuellement en termes de technologie, mais la Chine donne le pion même aux Américains. On a besoin de la technologie chinoise, qui est de pointe et de dernière génération. Tout à fait. Donc il faut diversifier les partenaires. La Chine, la Turquie. Les Turcs c'est des Européens. Mais c'est des Européens pas comme les autres. Parce que c'est des musulmans. Tout à fait. Tout à fait. C'est des musulmans. Et est-ce qu'on peut parler que maintenant le Sénégal... Est-ce que le Sénégal a lâché la France? Ouais, en fait, pas lâché, quoi, parce que la France peut toujours servir, quoi, dans certains domaines quand même. La France peut toujours servir, parce qu'on a toujours besoin de ses partenaires, de ses anciens partenaires. Mais d'où la nécessité de diversifier. Diversifier ça, mais pas lâcher. Pas lâcher la France, mais on peut toujours entretenir avec la France, qui est un partenaire de très longue date, des relations de... gagnant-gagnant, win-win comme on dit. Qui est le pays colonisateur. Oui, le pays colonisateur qui nous a appris sa langue, qui nous a légué un peu son administration. Tout à fait, le modèle même. Le modèle, ce modèle-là, c'est le modèle français qu'on a calqué, qu'on a copié. Tout ça c'est bien, mais il faut améliorer. Mais est-ce que ce modèle-là doit éternellement doit éternellement exister dans notre administration? Est-ce qu'on ne doit pas essayer de... Il faut l'améliorer. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'améliorer. Voilà. Okay. Il faut l'améliorer avec le temps, parce que le temps aussi, on a besoin d'amélioration de l'administration. Ce qui est valable il y a cela 10 ans, 20 ans. C'est plus valable maintenant. D'autant plus que les choses évoluent vite. Voilà. Tout à fait. Alors, le président Diomaye Diakhar Faye également était aux États-Unis. Mais le président Diomaye Faye, sa visite là, moi je ne vois pas de... Comment vous trouvez ça? En termes de rentabilité, je ne vois pas trop. Okay. Et pourtant, il a rencontré la plus haute autorité. Parce que les États-Unis... Le président même Trump. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le Sénégal en termes de coopération? Les États-Unis... C'est une grande puissance. Hein? Non, c'est une grande puissance. Mais les États-Unis n'ont pas besoin du Sénégal. Mais aussi, il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent aux États-Unis et qui travaillent, qui font rentrer des devises également. Ça c'est un côté, c'est juste un côté. Mais le gros de l'affaire, les États-Unis n'ont pas besoin du Sénégal. Les États-Unis, c'est une grande puissance, surtout militaire. Peut-être les États-Unis ont besoin des côtes sénégalaises pour peut-être débarquer en cas de conflit, de trucs comme ça. Parce que le Sénégal, a une position géographique. Très bien, c'est sur deux adros avec les États-Unis. Tout à fait. C'est comme ça. Donc les autorités américaines ont besoin peut-être le Sénégal pour base militaire arrière, en cas de conflit avec la Chine, en cas de conflit avec la Russie, pour partir du Sénégal, pour aller bombarder, pour aller ravitailler, etc. Là, le Sénégal, peut-être, là où le Sénégal peut jouer. Mais à part ça, moi je ne vois pas, franchement, sur quelle alchimie les États-Unis ont besoin du Sénégal. Non, je ne vois pas. Okay. Alors, abordons le tout dernier point, M. Mbod. Il ne nous reste que 5 minutes.
Alors, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de l'Alliance pour la République, est proche de Macky Sall jusqu'à leur rupture, avait été emprisonné pour des motifs politiques ou juridiques. Alors, à sa sortie de prison, il a organisé une conférence de presse. Il a pointé du doigt une instrumentalisation du pouvoir judiciaire. Il a laissé entendre qu'il... abordons ce point d'abord. Il a pointé du doigt une instrumentalisation du pouvoir judiciaire. Est-ce que réellement ce qu'il dit... vous en dites quoi réellement? Mais Moustapha Diakhaté, qu'est-ce qu'il veut réellement? Moi, je ne comprends pas ce monsieur-là. Mais Moustapha Diakhaté, il était là. C'est eux qui avaient géré l'État. Tout ce dont il fait allusion là, je l'ai entendu sur ses propos dire j'ai été en prison, j'ai été à Rebeuss, j'ai vu là-bas que des fous sont emprisonnés. Rebeuss doit être détruit. Ok, c'est vrai. Rebeuss, cette prison-là, on doit la détruire quand même, ça c'est vrai. Mais Moustapha Diakhaté, il oublie une chose. Ce sont eux qui avaient géré l'État de 2012 à 2024. Il était un proche de Macky Sall d'ailleurs. Non seulement il était un proche de Macky Sall, mais eux, ils avaient la latitude, toute la latitude d'ailleurs, de détruire ça. De réformer ça. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Okay. Finalement, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait courir, Moustapha Diakhaté? Qu'est-ce qu'il veut concrètement? Il veut se lancer dans la politique. Est-ce que c'est pas trop tard? À son âge, quand même, il faut savoir raison garder. Mais quand il parle d'instrumentalisation du pouvoir judiciaire, Moustapha Diakhaté, moi je l'ai entendu parler une fois, deux fois, trois fois. C'est comme si lui, il a une rage envers ces gars-là. C'est comme si lui, il ne les aime pas. Ouais. Moi, je l'ai entendu parler. Il déverse toute sa bile sur Diomaye Sonko. C'est des traîtres, c'est des incompétents. Ils ne savent rien du tout, ils ne peuvent pas gérer, c'est des arrivistes, c'est des nullards. Mais il faut respecter les Sénégalais qui les ont élus. Ça, c'est le minimum. Et le président de la République est une institution. Même si, je ne parle même pas de l'institution qu'incarne le président de la République. Mais le président de la République, il est là où il est. Mais il ne s'est pas réveillé un jour pour aller là-bas. Ce sont les Sénégalais qui l'ont élu et qui l'ont installé là-bas, là où il est actuellement. Si tu respectes les Sénégalais, tu dois respecter ce monsieur-là qui est le président de la République, qui incarne cette institution. Mais j'ai comme l'impression que lui, dans son fort intérieur, il n'arrive pas à digérer en tout cas ces monsieur-là. Il n'arrive pas à les digérer du tout. Le dieu Diomaye Sonko. Il les déteste. Il a laissé entendre qu'il publierait prochainement un livre témoignage ou un manifeste de refondation républicaine destiné à réveiller les consciences. Destiné à qui? Qui va lire ce manifeste-là? Lui et sa femme et sa femme et ses enfants? Ok. Moi, je n'ai pas lu le manifeste de Moustapha Diakhaté. Les gens vont s'imprégner. Non, Moustapha Diakhaté. Même ce monsieur-là, il n'a qu'à aller conseiller ses enfants, quoi. C'est mieux, quoi. Et sortir de la politique, quoi. C'est mieux. Tu sais, chaque chose a un temps. Tu as fait ton temps. Tu as eu à gérer. Tu as été ministre conseil, vice-président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans ou je ne sais pas quoi. Ministre conseil, directeur ou chef de cabinet du président de la République. Donc tu as eu à gérer. Maintenant, ton temps là est révolu. Il faut laisser d'autres. Ça, c'est par courtoisie, quoi. Mais tu ne peux pas continuer à polluer l'atmosphère. Déverser ça, bulle là, sur tes neveux là. C'est pas sérieux. Surtout avec son âge. Non. On avait besoin de lui. De sa sagesse. De sa sagesse. De ses conseils. Même si tu as quelque chose à leur reprocher, tu leur dis gentiment, vous êtes mes neveux. Et là, ils auraient beaucoup plus de respect et d'estime pour toi. Vous êtes mes neveux, moi je vous respecte beaucoup. Mais franchement, ce que je vois là, ce que vous êtes en train de faire, je ne suis pas d'accord. Moi j'aurais préféré et j'aurais souhaité que vous faites ceci, que vous faites ceci, que vous faites ceci. Là, tu vois, avec courtoisie, et tu gagnes le respect de ces gars-là qui gouvernent. Mais tu passes tout le temps à tirer sur eux.
Même si c'est ton propre fils, tu passes tout ton temps à tirer sur lui, mais il ne va pas te respecter. Tout à fait. Et pourtant, c'est ton fils, mais il ne va pas te respecter. Il va te dire, mais papa, toi, tu m'emmerdes là. Excusez-moi du terme là. D'accord. Alors, merci à M. Mbodj. On me signale que le temps est presque épuisé. Terminé. Alors, votre dernier mot, M. Mbodj. Ok, bon. Je remercie M. Abdou Diouf de m'avoir donné l'opportunité de parler de la situation du pays, de la situation économique, politique du pays, du Sénégal, qui nous incombe tous en tant que Sénégalais, qui nous tient à cœur. Et on souhaiterait aussi que ceux qui sont là, qui gèrent actuellement le pays, souhaiter vraiment toute la réussite possible, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils puissent vraiment arriver à bon port, mettre ce pays-là sur les rampes du développement pour que tous les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, puissent vraiment bénéficier des fruits de ce travail. Et c'est ce qu'on vraiment, c'est le seul mal qu'on leur souhaite, quoi, en tant que Sénégalais, qu'ils réussissent dans leur mission et que le Sénégal soit un État émergent, développé dans un avenir proche. Merci M. Mbodj, c'était un plaisir de vous recevoir sur la 98.7 dans l'émission Océan Politique. Nous remercions également le technicien Souleymane Li qui a arrangé cette émission. On remercie également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, et nos chers auditeurs, surtout nos fidèles auditeurs, le Bambiste qui nous suit souvent, et Seydina Djong également, qui est un fidèle auditeur, et sans oublier personne. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, pour un autre invité. À la présentation de votre émission, c'était Abdou, votre ami et frère Abdou Diouf. À dimanche prochain.